Donc, bienvenue dans ce colloque final protection durable de l'appel à projet de recherche protection durable des cultures sans néonicotinoïdes, améliorer l'émergent et ouvrir des perspectives innovantes. Donc, je vais rappeler les objectifs principaux de la journée. Donc tout d'abord, favoriser l'interconnaissance de par la restitution des résultats des projets lauréats à un public élargi, puisqu'on a la présence donc, du CSORI, des ministères et des intervenants du plan Ecophyto, en englobant tout ce qui a émergé à l'issue de cet appel à projet. Notre objectif, c'est de réfléchir collectivement aux enjeux portés par cet appel afin d'envisager les plus-values du programme pour répondre aux objectifs de la politique publique Ecophyto et réaffirmer en particulier la nécessité des approches intégrées de gestion à l'échelle des systèmes et des territoires. Et enfin, un dernier objectif est d'ouvrir des perspectives et d'identifier les besoins de consolidation des connaissances et des outils. Donc rapidement le programme de la journée. Donc, on va commencer par un mot d'accueil et ensuite on aura la présentation de projets concernant donc, la lutte biologique et la gestion intégrée à l'échelle des territoires et des paysages. Qui nous tiendra jusqu'à vers 11h05. Ensuite, nous aurons le témoignage défi XP du projet AgroSem. Et enfin, une intervention de Jean-Philippe Deguine donc sur la protection agroécologique des cultures, une approche ordonnée multilevier à La Réunion. Suite à cette matinée, on aura une pause déjeuner d'environ 1h30 pour reprendre ensuite sur la présentation aussi de 4 projets concernant la combinaison des leviers. Donc on aura ensuite une petite pause café avant d'entamer une table ronde qui aura pour objectif de faire réfléchir sur comment associer les leviers dans les systèmes cohérents dans le cadre élargi des filières et des territoires. Et enfin, nous terminerons donc cette journée avec un mot de la fin. Et je vais maintenant laisser la parole à Xavier Rebout, président du CSORI. Merci bien Sonia, merci à tous. Est-ce que pour la captation vidéo, si je me mets là, c'est bon? Merci beaucoup. Eh bien, bonjour à tous et je suis content qu'on soit là pour passer une journée ensemble sur les néonicotinoïdes qui restent une actualité forte. Il y a des dérogations demandées par plein de pays européens. Il y a des dérogations en France sur la betterave. Ça a fait beaucoup de coulées d'encre et la question se posera de savoir jusqu'à quand ces dérogations peuvent exister. Alors j'ai repris en guise d'introduction quelques éléments de base. La première, c'est sur le sentiment qu'on avait eu quand on a vu apparaître les premiers néonicotinoïdes. Je me rappelle très bien, moi je travaillais déjà sur les herbicides et on s'est dit, ah ben voilà, la protection ultime, c'est une bonne idée. On va mettre du produit autour de la semence et puis ça va migrer dans la plante et puis ça va protéger la plante le temps qu'il faut. Et on s'est dit, ben, c'est mieux que de mettre des insecticides partout dans l'environnement. Et donc, on a plutôt vu ça comme un progrès. On s'est dit, ben, c'est bien ce truc-là, il faut faire ça, quoi. Et donc, c'est ce qui illustre ce schéma où, en fait, vous mettez très peu de produits sur la semence. Et puis, ça protège la plante en montant dans les tissus le temps de la croissance de la plante. Et ça va jusqu'aux inflorescences. Et donc, en l'occurrence, sur un colza, ça permet de protéger le collet, les feuilles, les inflorescences et puis le bourgeon terminal, donc de gérer le maximum des ravageurs du colza connu avec une seule application faite en amont. Alors le problème qu'on a, c'est qu'un produit qui sait faire ça, en fait, il a 3 caractéristiques. Vous voyez bien qu'il n'a pas fallu en mettre beaucoup, mais il faut qu'il protège la plante pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, et donc il faut qu'il migre bien, qu'il soit très toxique pour qu'il en reste suffisamment pour coincer les insectes qui vont aller dans l'inflorescence quand ça aura migré à travers toute la plante, et qu'en plus, ça le fasse pendant suffisamment longtemps pour que les premières semaines de développement de la plante soient assurées. Et donc, autrement dit, il faut des produits hyper toxiques, hyper rémanents dans l'environnement et qui migrent hyper bien dans les tissus. Donc, 3 caractéristiques qui sont à la fois les atouts, mais aussi les limites de ces produits-là, qui s'avèrent être beaucoup trop dangereux finalement dans l'environnement et manquer de spécificité sur les organismes qu'ils sont susceptibles de toucher. Donc, c'est un peu comme l'arsenal nucléaire. C'est bien pour la dissuasion, mais il ne faut pas s'en servir, en fait.
Voilà. Et donc, ça nous a pris du temps pour en arriver là, mais c'est ça la position, et il faut qu'on arrive à la tenir. Alors, si je reviens sur les raisons qui amènent effectivement de manière objective à vouloir sortir des néonicotinoïdes, j'ai repris ici un seul aspect qui est la durée de vie des molécules en question dans l'environnement. Donc, j'ai pris un tableau qui a été publié par nos amis québécois, mais on a des équivalents dans des documents produits par les équipes françaises. Et donc, dans ce tableau de synthèse, on a 7 néonicotinoïdes majeurs qui ont été mobilisés. Et entourés dans la partie en rouge, vous avez les demi-vies de ces produits-là. Et donc, pour certaines d'entre elles, elles durent plusieurs centaines de jours. Et je prends le cas de la clothianidine, qui, selon le type de sol, peut disparaître entre 13 jours et 7000 jours. Alors, si on prend une médiane à 3000 jours, ça veut dire en gros 8 ans. Donc, quand vous mettez de la clothianidine dans votre parcelle, en gros, au bout de 8 ans, il en reste l'équivalent d'une demi-dose que vous avez appliquée. Si vous remettez de la clothianidine à ce moment-là, vous avez votre demi-dose plus la dose que vous venez de mettre, donc il en reste une dose 50. 8 ans plus tard, il reste 50% de ça, donc il reste 0,75. Si vous remettez une dose, on est donc à 1,75, et ainsi de suite. Et donc, on voit qu'en fait, avec cette stratégie, même en mettant de la clothianidine pas très souvent dans l'environnement, sa vitesse de dégradation est trop lente pour qu'il n'en reste pas toujours une quantité importante entre, quelque part, une demi-dose, une dose ou une dose et demie présent dans l'environnement. Et donc, en gros, un agriculteur qui, à un moment donné, est amené à utiliser cette molécule, en fait, va se retrouver dans des sols qui sont favorables à garder la molécule stable, va se retrouver à avoir finalement contaminé sa parcelle pour lui-même, sans doute pour son fils, et éventuellement même pour la génération d'après. Donc, on ne peut pas se permettre de stériliser des sols vis-à-vis des insectes. Alors, il y a eu beaucoup de discussions et de débats autour de la place des pollinisateurs, puisqu'on retrouvait des néonicotinoïdes dans le pollen ou dans le nectar des fleurs et des inflorescences. Et donc, effectivement, la réglementation s'est ajustée de telle manière que les pollinisateurs soient moins atteints, mais ce n'est pas du tout les seuls insectes présents dans l'environnement. Et j'ai repris ici juste 3 travaux scientifiques qui soulignent tous l'effet de présence des néonicotinoïdes sur l'inhibition de la croissance et du développement de colamboles, les colamboles étant présents dans le sol et ayant un rôle majeur de consommation, de destruction des déchets végétaux, des résidus végétaux, pour permettre leur humification. Et donc, ça veut dire que si on bloque ce mécanisme-là, on ralentit d'autant la possibilité de remonter la matière organique dans les sols. Et donc, à un moment où on se pose des questions sur comment on va gérer la fertilisation dans le cas du pacte vert, où il faut faire moins 20% sur la fertilisation minérale, et lorsqu'on voit bien qu'on a des difficultés à stocker l'eau dans les sols, empêcher l'eau de pénétrer facilement avec des sols qui sont riches en humus et de se retrouver stocké dans cette éponge-là, eh ben, c'est quelque chose que finalement on ne peut pas se permettre. Donc ce que l'on gagnait d'un côté, on perdait sans doute de l'autre. Et finalement, c'est ce bilan global qui amène à dire qu'il y a trop d'impact lié à ce choix de solutions de protection des plantes et qu'il fallait absolument basculer sur d'autres pistes. Alors ça amène évidemment à des points de réflexion, notamment sur quelle est la situation de référence quand on réfléchit à des alternatives. Si votre hypothèse, c'est qu'il reste des néonicotinoïdes dans l'environnement, enfin que vous avez le droit de les utiliser, du coup, les alternatives, elles paraissent toujours moins bien. C'est la raison du succès des néonicotinoïdes. Donc, on n'en sortira jamais. Donc, il y a un moment où, si on réutilise ce que je viens de dire sur le fait que ça fait partie de l'arsenal dissuasif qu'on n'a pas le droit d'utiliser, eh ben, en fait, la vraie solution de comparaison, c'est bien les situations sans néonicotinoïdes. Et dans ce cadre-là, un certain nombre d'alternatives, on va y revenir, et ça va être l'objet de la journée, peuvent tout à fait prendre leur sens, sachant qu'il faut peut-être en combiner plusieurs pour arriver à avoir des résultats satisfaisants. Alors, des leviers, il y en a plein. Il y en a dans le biocontrôle, il y en a dans l'utilisation des plantes de service. On peut imaginer des plantes martyrs, on peut imaginer des plantes pièges. On peut imaginer de travailler sur une stratégie répulsive, attractive, pour sortir les ravageurs et ou masquer les plantes que l'on veut protéger. On peut réfléchir sur des stratégies attract and kill, donc faire venir
les insectes à un endroit où en fait on les capture et on les tue. Ici, j'ai choisi de vous mettre une actualité qui est la remise d'un prix par le secteur de l'agriculture biologique en Australie, qui récompense la mise au point d'un prototype d'un agriculteur qui utilise des systèmes d'aspiration pour sortir la mouche des fruits qui est présente dans le petit rond orange de ses cultures de fraises. Et dans les conditions d'application dans lesquelles il a réussi à se placer, il réussit à enlever jusqu'à 90% des mouches par cette stratégie. Alors 90%, ça ne suffit pas pour éventuellement avoir des fraises indemnes de tout symptôme. Et donc, il faut pouvoir le cumuler à d'autres principes et d'autres approches. Le choix variétal en est un. Les solutions de conduite de culture, d'évitement peuvent en être d'autres. Et donc, c'est bien dans ces réflexions sur l'articulation des leviers qu'il y a un travail à accomplir pour réfléchir à une meilleure combinaison possible. Voilà, et donc finalement, c'est l'objet des réflexions qu'on avait eues en 2017. Elles n'étaient peut-être pas formulées sous cette forme-là, mais on a été quand même sur cette ligne-là. Et c'est donc pour cette raison-là qu'on a lancé cet appel. Et l'appel, on l'a lancé avec une forme un peu originale par rapport aux autres appels que l'on lance depuis. Maintenant, on est beaucoup plus attentif à ce qu'il y ait une composante scientifique très forte dans chaque projet et, si possible, dans le même consortium, des acteurs qui soient susceptibles de reprendre à leur compte les avancées du projet pour essayer de faciliter la transmission des résultats sous un format qui soit reprenable par des acteurs. Dans ce cas-là, il n'y avait pas de contrainte sur la composition des consortiums. On avait reçu 41 propositions et les personnes qui candidataient pouvaient le faire à 3 titres. Preuve de concept, l'idée c'était on a une idée, on veut voir si ça marche et on refera un projet complet derrière. Et donc là, c'était limité à 1 an et 15 000 euros. On avait dit qu'il y avait beaucoup de solutions qui étaient déjà déployées sur le terrain, qu'on connaissait, parce qu'elles avaient été identifiées et travaillées. Pour autant, on n'avait pas de référence et donc les agriculteurs, au moment où il fallait qu'ils choisissent de retenir ou pas telle ou telle alternative dans leur itinéraire de conduite, manquaient de référence. Donc on avait dit on peut faire des projets de 2 ans dans le but d'apporter des références, avoir valeur de plateforme de démonstration et apporter des éléments sur la faisabilité, éventuellement incuber les solutions pour essayer de les améliorer le temps d'un projet court. Et puis on avait des projets plus classiques, avec une certaine ampleur scientifique et visant l'interdisciplinarité. L'idée étant là de se mettre dans une situation où on essaie d'attraper un plus gros morceau de recherche et donc jusqu'à 200 000 euros et 3 ans. Ce qui fait que, en fait, on a eu des projets qui se sont finis de manière étalée, ce qui ne nous a pas aidé à faire l'animation sur l'ensemble de l'action pour donner de la visibilité. Et donc c'est pour ça qu'on a un peu abandonné ce système avec 3 durées potentielles. Mais en tout cas, ça valait le coup qu'on essaye et c'est ça qu'on a testé. Donc finalement, il s'avérait que sur cet appel à projet, on avait retenu 14 propositions. En fait, il y en a 12 qui se sont déroulées véritablement pour une enveloppe de 1,3 million quasiment et une enveloppe globale des projets plutôt autour de 2,8 millions, 2,9 millions. Donc tous ces éléments-là sont présentés dans un leaflet, un fascicule que l'on a mis sur Internet. Donc, si vous mettez l'axe recherche-innovation historique des actions menées entre 2008 et 2022, vous trouverez, page 19, cet appel-là, mais vous trouverez aussi tous les autres, avec chaque fois l'explication de texte de pourquoi on a pensé que c'était une bonne idée, qu'est-ce qu'on en attendait et quels sont les projets que nous avons financés. Voilà, j'ai été suffisamment long pour essayer de mettre un peu en perspective les raisons de cette proposition de lancer cet appel sur la sortie des néonicotinoïdes. Et sans plus attendre, je vais passer la parole à Marion. C'est toi qui prends la suite? Non? C'est toi qui prends la suite. Je te laisse. Et merci à vous. Et on a donc toute la journée ensemble pour discuter de ces leviers potentiels et de leur articulation. Merci, je vous souhaite un bon séminaire. Donc, merci beaucoup Xavier pour ce mot.
Donc maintenant, nous allons passer la parole donc, à Marc Moron, directeur de la sous-direction de la recherche au sein du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, puis ensuite à Marion Bardy, donc sous-directrice de la recherche et, au sein donc, du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Donc Monsieur Moron va intervenir en visio. Donc je laisse la parole et la transition se faire. Très bien. Alors, c'est Marc Moroni, c'était presque ça. Mais pas de souci. Donc, bonjour à toutes et à tous. C'est un très grand plaisir, au nom du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, et plus particulièrement du Commissariat général au développement durable, que je vous adresse ces quelques mots d'introduction avant la journée de restitution des résultats de l'appel à projet à la recherche d'alternatives aux néonicotinoïdes. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement le MESR en cette saison pour accueillir cette manifestation, et je vois que vous êtes dans l'amphi Poincaré, que j'ai plaisir à retrouver même virtuellement. Alors, quelques mots tout d'abord sur les impacts de cette famille de produits phytopharmaceutiques sur la biodiversité et la santé, qui ont été mis en évidence par plusieurs études. C'est ce qui a conduit dans un premier temps au retrait des autorisations européennes de certaines substances de néonicotinoïdes. En effet, ces insectes systémiques ont été retrouvés dans tous les milieux, que ce soit dans le sol, dans l'eau, dans l'air, et on les retrouve dans les plantes et notamment dans le pollen ou le nectar des fleurs. Leur impact est d'autant plus important que la quasi-totalité de ces produits est rémanente dans les milieux. Tout cela a été démontré par la récente expertise scientifique collective d'INRAE sur l'impact des pesticides sur la biodiversité et les systèmes écosystémiques. L'étude des effets écotoxicologiques des néonicotinoïdes démontre un impact particulièrement élevé sur les invertébrés et les vertébrés terrestres, mais aussi sur les invertébrés aquatiques. On mentionne par exemple souvent les impacts négatifs sur les pollinisateurs sauvages ou domestiques, mais aussi des vers de terre, certains oiseaux. Ils affectent la biodiversité en se propageant dans les milieux trophiques. Aussi, la recherche pour trouver des alternatives à ces substances est indispensable au regard de leurs effets. Le cas de ces pesticides est emblématique des interactions entre préoccupations sociétales et réglementation. Les résultats de recherche sont donc déterminants de l'évolution du paysage socio-économique et réglementaire. L'appel à projet de recherche, dont la restitution des résultats nous réunit aujourd'hui, a été lancé dans le cadre du plan Ecophyto 2+, et de son axe recherche et innovation. Cet axe est copiloté par 4 ministères: le ministère de la Transition écologique, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé et le ministère de la Recherche. Ce pilotage collectif sur la thématique des néonicotinoïdes est important et très significatif, car il marque la volonté d'agir ensemble sur plusieurs fronts. Maintenant, si on se place dans le cadre et le contexte réglementaire, on peut se rappeler que cet appel a été lancé en 2018 dans un contexte d'interdiction par la loi de l'usage des néonicotinoïdes pour l'agriculture. Son ambition était la recherche d'alternatives pour lutter contre les dégâts des ravageurs et les maladies virales transmises par les insectes, afin de permettre à terme une protection durable des cultures sans néonicotinoïdes. En effet, la loi biodiversité du 8 août 2016 avait prévu une interdiction de ces produits en agriculture dès le 1er septembre 2018, avec la possibilité de dérogation jusqu'en 2020 pour permettre aux filières de s'adapter. Comme vous le savez, à la fin de cette période, en décembre 2020, des infestations de pucerons ont propagé la jaunisse au sein des productions et ont engendré une chute des rendements, fragilisant la filière de la betterave. La période durant laquelle il était possible d'adopter des dérogations a été prolongée jusqu'en janvier 2023. On y est presque. Des dérogations possibles uniquement sur les semences enrobées et pour la seule filière de la betterave sucrière ont été adoptées. La dernière date de février 2022 pour la campagne 2022 en cours. Nous arrivons désormais à la fin de cette période où les dérogations sont possibles. Les dérogations successives étant à visée temporaire afin de permettre l'adaptation des filières grâce au développement de solutions alternatives. Les projets que vous avez coordonnés et réalisés participent de cet objectif. En effet, cet appel à projet, à hauteur d'1,5 million d'euros, visait à soutenir les initiatives pour étendre les solutions existantes, à améliorer et fiabiliser les solutions émergentes et à lancer de nouvelles pistes d'innovation, à même d'assurer une protection durable et des cultures sans néonicotinoïdes. Cet appel s'insère dans l'objectif général du plan Ecophyto 2+, c'est-à-dire la réduction de l'utilisation des expositions aux produits phytosanitaires et de leurs impacts. Objectif de réduction des usages de pesticides de 50% d'ici 2025 et sortie du glyphosate. Il participe ainsi à la recherche de solutions nécessaires dans le contexte législatif actuel français visant à la sortie des néonicotinoïdes. Il collabore à l'accompagnement pour l'évolution des filières en ce sens.
Les résultats découlant de ces projets qui vont être présentés sont également complémentaires des recherches réalisées dans le cadre du plan PNRI, le plan national de recherche d'innovation, lancé en 2020, qui vise le développement de solutions opérationnelles contre la jaunisse de la betterave en vue d'une sortie définitive des néonicotinoïdes à partir de 2024. Les efforts de recherche sont alors à poursuivre, notamment pour combiner les différents leviers dans les systèmes cohérents et dans le cadre élargi des filières et des territoires. Pour le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, comme pour les autres ministères des copilotes d'Ecofito, les résultats de la recherche d'alternatives efficaces sont essentiels afin de limiter les atteintes à l'environnement et de se conformer aux objectifs fixés par la loi. Ces résultats nous sont également très utiles pour identifier les potentiels points de blocage afin de les lever. Nous remercions tous les chercheurs, toutes les chercheuses ayant contribué à l'atteinte de cette ambition dans le cadre des projets dont les résultats vont aujourd'hui être présentés. Et je suis certain que les échanges à suivre seront riches. Je vous souhaite à tous une belle journée de présentation et de discussion. À bientôt. Merci beaucoup Xavier, merci beaucoup Marc. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout d'abord, je souhaitais vivement remercier les organisateurs de ce séminaire, de ce colloque de restitution. Donc en premier lieu, le CSORI pour la conception du programme et puis toute l'animation qu'il mène autour de ces projets. Et Xavier nous a bien expliqué que pour cet appel en particulier, ça avait été une tâche relativement ardue. Et puis pour toute l'équipe d'animation et de pilotage de l'axe recherche-innovation du plan Ecofito. Et puis merci au MESR de nous accueillir dans ces locaux. Le MESR qui participe au pilotage, bien sûr, de l'axe recherche-innovation d'Ecofito, aux côtés des ministères chargés de l'agriculture, chargés de l'environnement et chargés de la santé. Alors, Marc Moroni l'a rappelé, et Xavier avant lui, c'est un appel à projet qui est restitué aujourd'hui, qui s'inscrit dans le contexte du retrait des néonicotinoïdes pour des raisons liées au risque sur l'environnement, au risque sur la santé humaine. Et Xavier a rappelé aussi que se passer des néonicotinoïdes, c'est un véritable défi pour de nombreux agriculteurs, pour de nombreuses filières. Marc Moroni a évoqué le PNRI betterave, c'en est un exemple flagrant. En 2020, la filière betterave qui a été submergée par la virose de la jaunisse et donc pour laquelle il a été décidé de réintroduire temporairement la possibilité d'utiliser des néonicotinoïdes en traitement de semences, et ce pour se donner le temps de développer et transférer des solutions alternatives. Et en fait, ce PNRI betterave s'est construit notamment sur la base de certains résultats qui avaient été obtenus dans le cadre de l'appel et des projets qui vont être restitués aujourd'hui et qui ont fourni un terreau fertile pour cette démarche. Et alors le PNRI, qui illustre aujourd'hui beaucoup cet enjeu sur les néonicotinoïdes, son enjeu lui-même, c'est de trouver dans un laps de temps très court, 3 ans, de mettre au point des stratégies de protection qui soient à la fois efficaces et acceptables pour les agriculteurs. Et après 2 ans de travaux, on constate que la tâche est encore ardue. Et on a là seulement un pathosystème et une culture. Donc les projets qui vont être présentés aujourd'hui participent de notre effort collectif pour outiller les agriculteurs, pour les aider à protéger leur culture, sans avoir recours ou en limitant le recours à l'utilisation de produits phytosanitaires. Et il s'attaque plus globalement aux défis posés par le retrait global des néonicotinoïdes. Donc la restitution qui va en être faite aujourd'hui va permettre d'apprécier la progression sur de nombreuses pistes, sur différents leviers qui ont été d'ores et déjà illustrés par Xavier, que ce soit les plantes de service pour modifier des paysages olfactifs des insectes, l'application de nouveaux produits de biocontrôle, des leviers variétaux, des leviers agronomiques. Et j'imagine que la restitution va aussi montrer que si des solutions existent, il y a encore des choses à faire pour qu'elles puissent être appliquées sur le terrain. Et c'est normal, s'agissant de projets exploratoires ou de projets de recherche.
Et alors, au-delà des connaissances et des références qu'apportent ces projets, je pense que c'est important aussi de réfléchir en termes de méthodes. De méthodes pour traiter des situations problématiques, de méthodes pour être en anticipation collective. Et sur les néonicotinoïdes, cette anticipation collective a fait défaut, alors qu'on a vraiment des besoins de recherche et innovation majeurs. Alors, comme l'a souligné Xavier, le choix avait été fait de soutenir une diversité de modalités de projets. Et donc, malgré le fait que vous avez déjà un peu fait un retour d'expérience sur ce point-là, et ça n'a pas été renouvelé, ça peut être intéressant au cours de la journée de revenir un peu sur cette diversité de modalités qu'elles apportent, parce que finalement, c'est aussi un peu le choix qui a été fait dans le cadre du PNRI, de se dire, pour trouver des solutions, on a besoin d'une diversité d'approches et de modalités. Et alors, ça a été souligné aussi par Xavier, hein, pour proposer aux agriculteurs des stratégies de protection agroécologique. On n'est pas sur des leviers uniques, mais bien sur le fait d'imaginer, tester des combinaisons de ces leviers pour abaisser globalement la pression induite par les bioagresseurs. Et il faut des stratégies qui soient adaptées à la diversité des contextes, à la diversité des contraintes auxquelles font face les agriculteurs, y compris sur les plans socio-économiques, et puis les inscrire dans des systèmes de production, dans des filières, dans des territoires. Donc, clairement, plusieurs projets qui sont présentés aujourd'hui ont commencé à aborder ces aspects, et les réflexions que vous pourrez avoir alimenteront, nos réflexions en termes de conception de politique publique, en termes de recherche et d'innovation, politique publique qui vise l'impact et qui vise à fournir aux agriculteurs des solutions. Alors, je le disais tout à l'heure, pour un certain nombre de projets, il va encore falloir des étapes ultérieures pour aller jusqu'à l'application sur le terrain. Et clairement, que ce soit dans le cadre d'Ecofito ou dans d'autres cadres, comme celui du Programme national de développement agricole et rural, on va continuer à accompagner ce type de démarche. Par exemple, un appel à projet maturation vient d'être lancé, et dont l'idée, c'est de promouvoir le transfert de résultats de la recherche vers les acteurs du monde socio-économique. Les dispositifs de France 2030 aussi sont là pour prendre le relais sur des thématiques comme le biocontrôle, la sélection variétale, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à réfléchir au prolongement de vos projets dans ces cadres-là. Et enfin, tous ces leviers apparaissent certainement très prometteurs, mais c'est bien dans des stratégies de reconception des systèmes de production qu'il va falloir qu'ils s'inscrivent. Et comme je disais, dans les filières et dans les territoires. Alors récemment, au mois d'octobre, a été restituée l'expertise scientifique collective conduite par INRAE sur l'utilisation de la diversité végétale pour favoriser la régulation naturelle des bioagresseurs et protéger les cultures, qui a été soutenue aussi par Ecofito et conçue dans le cadre de l'axe recherche et innovation. Voilà, on a vraiment une panoplie de leviers à effet partiel qu'il faut développer et employer, et qui seront d'autant plus efficaces s'ils s'inscrivent dans un effort collectif d'abaissement de la pression globale des bioagresseurs, par exemple via les réflexions sur les paysages résilients. C'est bien dans ces différentes échelles qu'il faut inscrire vos travaux. Donc merci encore pour votre mobilisation nombreuse aujourd'hui. À la fois mobilisation des équipes projets, mobilisation des intervenants qu'on a sollicités pour la table ronde cet après-midi. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir rester toute cette journée avec vous, mais mon collègue Antoine sera là. Et je vous souhaite une journée de travail fructueuse.